poissons, des épices, un lion, un masque et un étrange chapeau en forme de coquillage. Situé sur l'archipel du Rialto, à quelques kilomètres au large de l'Italie, Venise fonde sa puissance sur la mer qui l'enserre et gonfle ses canaux. Pour la pêche d'abord et l'exploitation des salines, puis bientôt pour le commerce, Venise occupe pendant tout le Moyen-Âge une place centrale dans le commerce des épices en Méditerranée. Le lion, c'est le symbole de Saint Marc, l'évangéliste, protecteur de la ville dont des marchands vénitiens auraient rapporté les reliques depuis l'Égypte au IXe siècle, cachées sous des morceaux de viande. Le masque, vous l'avez reconnu, c'est celui du carnaval, fête traditionnelle apparue à la fin du XIe siècle et devenue un rituel civique central de la vie vénitienne. Enfin, sous le chapeau, voici le doge, désigné par l'aristocratie marchande de la cité-État qui l'incarne en la gouvernant. C'est le principal magistrat de Venise pendant le millénaire que dure la République, du 8e siècle à la toute fin du 18e. Le succès du loto à Venise dans les années 1520 s'explique aussi par le fait que la culture politique des Vénitiens est empreinte de cet usage du tirage au sort depuis longtemps. Il y a un usage constant du tirage au sort qui irrigue cette façon de penser le pouvoir comme un pouvoir collégial. On utilise exactement les mêmes instruments, le recours au ballottino qui va être cet enfant qui tire au sort. Il y a cette proximité matérielle en fait entre les usages populaires, ludiques du loto et les usages politiques de l'élection et du vote. Et donc ce petit garçon va avoir comme fonction de tirer au sort le nom des électeurs qui vont élire le doge ou alors le nom des électeurs qui vont élire d'autres magistrats. Et il est considéré, parce qu'il est jeune, parce que justement on ne sait pas qui c'est, il est choisi au hasard sur la place Saint-Marc, on considère qu'il est innocent, non corrompu. Alors on sait que c'est un peu plus compliqué, on a plusieurs traces dans les archives, par exemple d'enfants qui vont être placés là exprès pour aller participer aux élections et qui connaissent un certain nombre de codes. Une des façons de frauder dans un tirage au sort, c'est de réchauffer un certain nombre de boules. C'est-à-dire que on va placer précédemment dans un lieu assez chaud ou dans une main la boule qui va être vainqueur et on va apprendre à cet enfant à aller chercher dans l'urne les boules les plus chaudes pour justement élire certaines personnes. Alors à Venise, on connaît le truc, c'est pour ça aussi que on n'a pas nécessairement des jetons ou des boules en métal, mais on a aussi l'utilisation de pastilles, des pastilles en tissu, des pastilles en étoffe, qui vont justement permettre d'éviter ce type de fraude. L'élection la plus importante, ça reste celle du doge. Elle est iconique. C'est devenu un des symboles de ces élections médiévales. Monseigneur, le doge de Venise. Qu'est-ce que c'est qu'un doge de Venise? C'est comme tu dirais, le roi de la République. Le doge, c'est un représentant de l'ensemble des patriciens, c'est-à-dire de l'ensemble des nobles qui eux-mêmes se partagent le pouvoir. Venise est une république oligarchique où plusieurs familles nobles, elles sont nombreuses, elles vont jusqu'à 200 familles, se partagent le pouvoir. Et le doge, pour être élu, doit être justement choisi de façon la plus équitable possible. Alors comment fait-on justement pour éviter que certaines familles ne s'emparent du pouvoir, que certaines factions parviennent à s'imposer? Eh bien, on procède à une élection extrêmement compliquée. L'élection a lieu au sein du Grand Conseil. Il faut imaginer cette immense salle où se trouvent tous les patriciens majeurs. Au sein de cette assemblée de 1000 ou 2000 personnes, on va tirer au sort un certain nombre d'électeurs et ces électeurs vont eux-mêmes voter pour d'autres électeurs. Et au sein de ces électeurs qui ont été élus, on va à nouveau tirer au sort. On va faire ça 9 fois. 9 fois pour arriver à un collège électoral de 41 personnes. 41 personnes qui sont considérées les meilleures, les plus aptes à choisir le doge. Une république de castors. L'expression est de Montesquieu au XVIIIe siècle et elle dit bien la fascination de toute l'Europe pour le succès improbable de Venise. Une ville à fleur d'eau qu'une vague suffirait à engloutir et qui pourtant se maintient contre vents et marées.
Car depuis le XIIe siècle et l'époque communale, le régime tient bon. Et la Sérénissime défend son autonomie jusqu'à la prise de la ville par les armées de Bonaparte. De quoi fasciner ses voisins, d'autant que le régime vénitien déjoue toutes les classifications politiques. Est-ce une monarchie? Un régime aristocratique? Une république? Un peu des trois. Et apparemment ça marche. Apparemment, car les apparences, Venise en prend soin. Sa stabilité, elle la met méticuleusement en scène pour légitimer le régime en place. Et il faut aujourd'hui un travail d'archives minutieux pour exhumer les épisodes de contestation politique qui, même à Venise, ont émaillé les siècles, mais que le régime vénitien s'est efforcé d'étouffer aussitôt, effaçant leurs traces ainsi que leur mémoire. En général, ces élections sont des moments qui sont bien contrôlés par les patriciens, et c'est des moments d'une grande ritualité politique. D'abord parce qu'avec la mort du doge et ses funérailles, le peuple participe à ce moment de deuil collectif. Et puis ensuite, avec l'élection du doge, il y a un moment de joyeux, d'élection populaire, avec, une fois que le doge a été choisi, la population qui se rassemble sur la place Saint-Marc, et on a plusieurs représentations du doge dans ce pozzetto, qui est une espèce de char en fait qu'on promène sur la place, et il distribue soit des petites monnaies, soit des vivres au peuple qui est réuni. Le peuple ne prend jamais part à ces élections qui sont réservées aux nobles, mais le fait qu'il est là, qu'il acclame le doge de façon très rituelle sur la plus belle place de Venise, c'est évidemment un signe d'adhésion. Le peuple a lui aussi recours à cette procédure du tirage au sort. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cherchant dans les sources, on se rend compte que de très nombreuses organisations professionnelles, les fameuses guildes ou arts, les corporations, ont recours au tirage au sort. On a, par exemple, au XVIIIe siècle, un usage chez les pêcheurs de Venise. Les pêcheurs de la lagune ont accès à des bassins. Et pour attribuer ces différents bassins, on sait qu'évidemment certains seront de meilleure qualité que d'autres. Au XVIIIe siècle, on procède à un tirage au sort. Donc on prend des petites bourses dans lesquelles on va mettre le nom des pêcheurs et dans une autre le nom de ces bassins de pêche. Et là aussi, on va faire un tirage au sort chaque année pour attribuer à chacun des pêcheurs un bassin. Et c'est la même idéologie qui préside, cette idée de justice, d'équité. Après tout, tout le monde a sa chance de tirer au sort le meilleur bassin. Cette culture partagée du tirage au sort à Venise, elle est tellement présente qu'on en retrouve des représentations. Et en fait, ici, on a un tableau de Tintoret de 1570. Et si vous regardez bien, en fait, sous la main d'une des grâces, il y a un dé. Un dé qui, justement, incarne cette idée de hasard. C'est un cycle de 4 tableaux qui sont là pour représenter la concorde, qui est une des grandes valeurs vénitiennes, justement. Cette idée de justice, d'équité et de concorde. Donc, le dé est là, justement, pour montrer l'importance de cette idée du hasard, du sort, dans les procédures politiques, dans les procédures de choix, dans la façon dont se répartissent les ressources au sein de la société.